Bien, lors de la dernière vidéo, nous étions arrêtés sur le traité de l'Élysée qui avait été signé le 22 janvier 1963 entre la France et l'Allemagne euh, et qui marquait aussi la volonté d'indépendance de la France dans sa politique étrangère. Euh, Ce traité de l'Élysée, il est assez symbolique, hein, parce que donc la France et l'Allemagne faisaient partie de la communauté économique européenne depuis 1957. Elles avaient fait partie ensemble, quand je dis l'Allemagne, hein, évidemment, c'est la République fédérale allemande, pardon, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest, puisque la RDA, la République démocratique allemande, on l'oublie jusqu'à la réunification allemande, c'est-à-dire 1990. Ce couple franco-allemand va être encore renforcé par la signature de ce traité de l'Élysée, hein, car est mis en place véritablement, ou est mise en place plutôt véritablement une coopération entre les deux États. Donc c'est depuis lors qu'on parle vraiment du fameux couple franco-allemand dont on entend tout le temps parler quand on évoque l'Union européenne. Et il est caractérisé, ce couple franco-allemand, par la recherche d'une position analogue, c'est-à-dire d'essayer de se mettre d'accord pour parler d'une même voix. Donc par exemple, on vous dit dans le point 3, hein, notamment au niveau des affaires étrangères, en matière d'armement, les deux gouvernements s'efforceront d'organiser un travail en commun dès le stade de l'élaboration des projets d'armement. Donc vous voyez, il y a des idées de projets communs. Les deux gouvernements, point 1, se consulteront avant toute décision sur toutes les questions importantes de politique étrangère. Donc il y a bien l'idée d'avoir un point commun, de parler que d'une seule voix, et donc d'avoir une position analogue. Euh, Toujours dans sa volonté d'indépendance, la France va rentrer dans une véritable volonté de sortir de la logique des blocs. N'oubliez pas que dans les années 60, nous sommes toujours, et surtout peut-être au moment où la guerre froide est la plus chaude, hein, pensez à la crise de Cuba, la construction du mur de Berlin en 61, et à ce moment-là, eh bien, la France veut sortir un peu de la logique des blocs, c'est-à-dire d'être ou dans le camp du bloc de l'Ouest, c'est-à-dire du côté des Américains, ou dans le camp du bloc de l'Est, c'est-à-dire du côté des Soviétiques. Même si vous savez qu'à cette époque-là, depuis la conférence de Bandung en 1955, émerge une troisième voie avec les non-alignés. La France ne veut pas faire partie de cette troisième voie des non-alignés, mais veut toutefois sortir de cette logique des blocs. Et donc la France va prendre ses distances, en quelque sorte, avec les États-Unis, bon, sans jamais rompre totalement le lien, hein. La France ne va pas devenir neutre et être ni dans un camp ni dans un autre, mais elle va un petit peu prendre ses distances. Et par exemple, il va y avoir le retrait des forces militaires françaises de l'OTAN en 1966. Donc elle sort du commandement intégré de l'OTAN, mais attention, elle quitte pas l'OTAN pour autant. Elle reste dans l'Alliance Atlantique et elle reste toujours dans le bloc de l'Ouest. Mais on va dire qu'elle reste moins sous la domination des États-Unis, elle s'en éloigne un tout petit peu. Donc c'est une volonté d'indépendance. Et d'ailleurs, cette volonté d'indépendance se caractérisera par un timide rapprochement avec l'URSS, rapprochement qui est illustré par exemple par ce document de votre manuel, page 171, où on voit ici qu'en pleine guerre froide, donc le général de Gaulle accueille le premier secrétaire du Parti communiste, c'est-à-dire l'équivalent du président, si vous voulez, de l'URSS, le premier secrétaire du Parti communiste de l'URSS, Nikita Khrouchtchev. Il est accueilli donc en grande pompe par le président de la République. Vous voyez, on a déroulé, d'où vient l'expression, hein, on a déroulé le tapis rouge à l'aéroport d'Orly en 1960. Euh, De Gaulle se rendra également en URSS en 1966, où il sera acclamé par la foule. Entre ces deux dates, hein, la France également reconnaîtra la Chine communiste en 1964. Donc c'est une main tendue qu'elle fait en quelque sorte envers la Chine communiste, hein, qui jusqu'alors n'était pas reconnue par beaucoup d'États, en tout cas du bloc de l'Ouest, dans la communauté internationale. Donc la France, vous voyez, essaye de mener une politique indépendante de celle des États-Unis et indépendante de celle de l'URSS. Donc le général de Gaulle estime que la France peut mener entre guillemets sa barque toute seule et n'est pas obligée d'être à la botte des États-Unis. Alors pour illustrer cette volonté d'indépendance de la France, hein, vous avez cette célèbre caricature de Bérendt
qui représente De Gaulle et notamment sa politique étrangère. Et on voit une carte qui est assez caricaturale, évidemment, puisqu'on voit la France en très gros au cœur de cette carte. On voit que les USA sont représentés en tout petit, l'Europe et l'URSS en tout petit également, l'Algérie qui fait partie intégrante encore de la France, du moins, ou qui sort juste de la France en 1963. Et puis voilà, avec marqué Le Monde. Donc en gros, Le Monde, selon De Gaulle, se résume à la France, et puis le reste du monde, ce ne sont que de petits territoires, la France étant au centre du monde. Et on voit ici De Gaulle représenté de façon gigantesque, un tel un géant qui accueille les principaux leaders du monde. Et ici, on reconnaît notamment Khrouchtchev et Eisenhower, donc président des États-Unis et président de l'URSS. Et puis on voit que De Gaulle, derrière lui, a quelques portraits qui, bizarrement, lui ressemblent curieusement, hein. Vous reconnaissez notamment son appendice nasal, qui était plutôt fort prononcé, même si c'est pas un appendice nasal aussi long que celui de Cyrano de Bergerac, mais tout de même. Et puis on reconnaît bien le portrait de Gaulle, en fait, dans différents personnages. Alors, on peut imaginer ici que c'est Jeanne d'Arc ou Charlemagne. Ici, on peut imaginer que c'est Louis XIV. Ici, on peut imaginer que c'est Napoléon Ier. Donc, vous voyez, encore une fois, l'auteur se moque un petit peu de Gaulle, qui était vu comme quelqu'un de prétentieux, qui avait surtout une très haute image de la France et qui se mettait dans la droite lignée des plus grands souverains de la France et qui considérait que la France était au centre de tout, était extrêmement importante, était une grande puissance et que finalement, même si c'est évidemment caricatural, que les États-Unis et l'URSS et le reste du monde ne sont que, 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 que menu territoire. Bien, alors également, avec De Gaulle va être mis en place, et ça c'est peut-être le plus important, en dehors de la volonté d'indépendance de la France, va être mis en place, va être mise en place, pardon, la modernisation de la France, ce que nous allons voir donc dans un grand. Alors, vous aurez été en classe et on aurait eu le temps surtout. Je vous aurais demandé de répondre aux questions 1 et 2 de votre manuel, page 186-187, notamment la première question à l'aide de ce document qui s'intitule La modernisation de la France. Et selon De Gaulle, quel rôle doit jouer l'État dans l'économie? Donc, en politique intérieure, pour De Gaulle, c'est clair, il faut moderniser le pays. Et donc, il faut reconstruire un État fort qui doit intervenir directement dans la vie économique du pays, notamment au profit de ce qu'on appelle la décentralisation industrielle. Mince, excusez-moi. Donc la décentralisation industrielle, elle est illustrée par cette carte du manuel Belin, page 177, hein. On vous dit, hein, de 1959 à 1962, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Jean-Marcel Jeanneney, met en œuvre à la demande du général de Gaulle une politique de décentralisation des industries dans les circonscriptions d'action régionale, donc 22 régions métropolitaines, les territoires d'outre-mer et l'Algérie qui venaient d'être créées, ces régions métropolitaines. La décentralisation pardon, industrielle, c'était le fait de donc développer, de délocaliser un certain nombre pardon, d'entreprises, hein, et donc de favoriser donc la croissance de l'emploi industriel dans certaines régions. Donc on voit un certain nombre d'entreprises qui ont été délocalisées, notamment dans le nord et l'est de la France, hein, autour de Béthune, Amiens, Cléon, et un emploi industriel qui va croître notamment autour de Paris, mais aussi dans la vallée du Rhône, entre Autun et Montpellier. Alors l'État, il planifie la production industrielle qu'il veut développer, c'est-à-dire il fait des plans. Et on vous dit, hein, le taux annuel moyen de croissance de la production française doit être d'environ 5,5% par an. Donc il y a des plans ambitieux qui sont prévus pour entraîner et favoriser la croissance industrielle du pays, quitte à ce que l'État, évidemment, intervienne dans cette planification.
et dans ce développement industriel. On parle alors d'un État entrepreneur. Vous savez, entrepreneur, ça vient du mot, ou ça a donné le mot plutôt entreprise. Donc l'État, c'est un entrepreneur, c'est-à-dire l'État se comporte finalement comme un patron géant qui accorde des aides publiques aux groupes industriels. Donc l'État va donner de l'argent aux groupes industriels pour qu'ils se développent, pour qu'ils deviennent concurrentiels à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. L'État va investir dans l'informatique, l'État va investir dans l'aérospatiale, notamment, on en avait déjà parlé, mais la mise en place du programme franco-britannique du Concorde, qui va être mis en place en 1962. Le Concorde, cet avion supersonique qui permettait de relier Paris à New York en un peu plus de 2 heures, et qui était donc capable d'aller à 2 fois à Mach 2, c'est-à-dire à près de 2000 km/h. Euh, L'État va également intervenir dans la mise en place du programme de l'Airbus. Ce programme de l'Airbus, donc c'est l'avionneur européen hein, qui va être lancé en 1967. Et sur le plan financier, l'État intervient également avec une recherche de la stabilité et du contrôle de l'inflation avec la mise en place d'un nouveau franc, hein, donc en 1960. Le franc étant la monnaie que nous avions avant d'être à l'euro. Et donc ce nouveau franc a été mis en place en 1960, ce qui fait que vos grands-parents, si vous leur en parlez, ils vous diront peut-être qu'avant on parlait en nouveau franc, en ancien franc. Par exemple, ce qui correspondait à 10 000 francs nouveaux correspondait à, si je dis pas de bêtises, ça devait être 1 million d'anciens francs, donc à peu près 100 fois plus. Alors, le général de Gaulle cherche à faire également rayonner la France par le biais de la culture et donc il va mener une politique culturelle d'envergure. Par exemple, en 1959, sous de Gaulle, donc alors que la Ve République est toute jeune, hein, elle a à peine un an, eh bien immédiatement va être créé un ministère des Affaires culturelles. Et ce ministère des Affaires culturelles, il va être confié à un personnage très important qui est un écrivain à l'époque très célèbre, qui a été auteur d'ouvrages comme La condition humaine, par exemple, et qui s'appelle André Malraux. André Malraux, on en avait déjà parlé, il s'était engagé dans les brigades internationales qui avaient lutté contre Franco pendant la guerre d'Espagne entre 36 et 39. Et ensuite, il avait fait partie de la France libre aux côtés de Gaulle, et ça a toujours été un ami fidèle de Gaulle, l'un de ses rares proches. Et donc, on vous dit hein, dans ce texte issu du manuel Belin que de 61 à 68, il va inaugurer en région des maisons de la culture, c'est-à-dire des établissements culturels qui visent à rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France au plus grand nombre possible de Français. Et c'est un personnage qui est très attaché à l'histoire et au rôle qu'a joué la France dans l'histoire. Il le souligne hein, pour le monde entier. La France, c'est les croisades, la Révolution. Sur toutes les routes de l'Orient, il y a des tombes de chevaliers français. Sur toutes les routes de l'Europe, il y a des tombes de révolutionnaires français. Donc pour lui, la France a eu une grande place dans l'histoire. Et les Français et le monde, finalement, par le biais de la culture et des maisons de la culture, notamment, doivent être au courant et fiers de la puissance et de l'histoire dans laquelle s'inscrit la France et de sa culture. Et les Français doivent être fiers de leur culture. Et le gouvernement de Gaulle va tout faire pour donner à la France une grande puissance culturelle et entretenir cette puissance culturelle dans le monde que l'on peut trouver par la littérature, mais aussi par le cinéma, par les arts, etc. Ce qui contribue, hein, vous savez, la culture, ça contribue au rayonnement d'un pays. Il n'y a pas que la puissance économique et politique, même si on retient souvent ces types de puissance, il y a aussi le rayonnement culturel. Et aujourd'hui, par exemple, c'est intéressant parce que, vous savez, on dit que la Chine en géographie se développe dans le monde, économiquement d'abord, puis politiquement, on l'a vu avec la partie en géographie, le thème 1 sur les mers et les océans. Eh bien, la Chine, par exemple, développe également, par le biais des instituts Confucius, sa politique culturelle, donc notamment l'apprentissage du mandarin un peu partout dans le monde. Les dirigeants politiques sont conscients depuis longtemps de l'importance de la culture. Eh bien, le général de Gaulle, qui était encore une fois un avant-gardiste,
avait compris qu'il était important développer l'influence culturelle de la France par le biais ici de la création d'un ministère de la culture et de maisons de la culture, mais aussi par le biais de la francophonie, c'est-à-dire le développement du français en Afrique, par exemple.